Vers 1800, l'Irlande est en conflit avec l'envahisseur, la Grande-Bretagne. Et de nombreux conflits armés ont lieu et la presque totalité de l'Irlande est placée sous la loi martiale. La presse contestataire est interdite et les principaux dirigeants sont arrêtés. Les patriotes irlandais payent cher leur rébellion. C'est dans ce climat que Bernard Munday décide, comme de très nombreux compatriotes, de s'expatrier en Amérique. Bernard Munday fut le fondateur de Saint-Gabriel. Mais qu'en sait-on au juste, professeur? Oui, ben, Munday, Bernard, de son prénom, descendait d'une famille d'Écossais qui avait immigré en Irlande vers, voyons, c'est l'année que j'ai fait changer mes lunettes, ça c'était en 1500, en 1500. Bernard Munday a quitté l'Irlande pendant la crise, après ça, vers 1800. C'était un gars instruit, très soigné. Son histoire a commencé parce que ses oncles, ils venaient à chaque année faire le commerce des chevaux avec le Canada, puis Bernard l'accompagnait. Il a pris goût de la place, ça fait qu'un jour, il a décidé de quitter sa patrie. Il avait 16 ans. À l'époque, là, arrivé à Québec, il est entré au service d'un médecin. Puis après, dans les bureaux des marchands de bois et de charbon. C'est là qu'il a appris le français. Mais il avait un accent. Un accent anglais, finalement. En tout cas, il l'a gardé toute sa vie, d'ailleurs. Munday habitait à Montréal vers 1820 et y demeura 4 ans. Il épousa le 12 mai 1823 Ellen Smith et le 26 février 1824, il fit baptiser son premier enfant, Anne, qui plus tard devait épouser à Saint-Gabriel Simon Aubin, cultivateur du cordon. À l'automne de 1824, Munday avait pris la décision de se faire colon. Ça fait qu'il a quitté, pas sa femme, là, Montréal, pour venir rester au lac Masquinongé. Munday se choisit 2 lots, où s'élève encore la partie principale actuelle de la ville de Saint-Gabriel. La saison étant trop avancée pour se bâtir, Bernard cherche refuge chez William Dunn, au cordon. Ah, il faut que je vous conte ça. Ori. Ouais, bon, OK. Munday n'avait jamais manipulé la cognée. La cognée! La hache, si vous aimez mieux. Ça fait que, rempli de courage, il osa s'attaquer aux plus gros arbres de la forêt. Mais ses coups frappés tout croche pendant au moins 1 heure ne purent vaincre ce géant de la forêt. Et bientôt, les bras du colon, novice, se lancèrent, pas ses bottines, se lancèrent et ses mains tout endolories échappèrent la hache. T'as dit, ouais, les ampoules, toi. OK, bon. Ça fait que, découragé par ce premier échec, il pensait devoir tout abandonner. Il s'est écrasé près de l'arbre, puis là, il s'est mis à pleurer, comme un enfant. Oh là là, toutes ces misères, depuis mon arrivée, disait-il, toutes ces fatigues avaient donc été endurées en pure perte. Attristé. Mais un autre colon, là, un Canadien-Français du nom de Maxime Mandeville, passant par là, le vit, et bien lui et sa détresse, là, ils étaient tous les deux ensemble,
effondré sous l'ombre de l'arbre qui, lui, était toujours resté debout. Lui était effondré, mais l'arbre était debout. Alors Maxime le consola, le réconforta, et mieux encore, poussa même la courtoisie, jusqu'à lui apprendre comment manier la hache pour pouvoir s'attaquer victorieusement aux géants de la forêt. Dans le courant de l'automne, des voisins complaisants, parce que ça existait à cette époque-là, on rit! OK. Bon, ils aidèrent Monday à défricher la petite colline sur laquelle il voulait ériger sa demeure. On était au printemps de... C'est un peu, là... De 1825, c'est ça. Quand il a construit sa première maison aux limites du village. Sa demeure était faite de pièce sur pièce, comme on dit, mais ça se comparait plus à une cabane qu'à une maison. Ben, faut comprendre, les scieries les plus rapprochées étaient celles de Potier sur la rivière Masquinongé, et c'était à plus de 5 jours de trajet. C'était difficile à faire en hiver, puis c'était impossible en été. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi me direz-vous? Pourquoi? Pourquoi? Je suis content que vous me posiez la question. Parce que l'hiver, le lac, il gelait. On pouvait marcher dessus. Mais l'été, fallait en faire le tour. La jungle, toi. Puis les moustiques, là, les affaires. Justement pas, les outils en plus étaient rares également. De sorte que les travaux nécessaires pour ériger une maison, ben, c'était long et très ardu. M'a dit, comme on dit, ça prenait du vouloir. Bon, la maison faisait peut-être bien, il y avait tout de même une, tu sais, il y avait une chambre à coucher. Bon, oui, il y avait une chambre à coucher. Ça fait qu'en 1826, naquit son premier enfant. John. C'est un nom original. John Monday, né le 13 mars. À l'automne de 1827, sa femme fut atteinte d'une maladie nécessitant les soins d'un chirurgien. Bernard dut transporter sa femme à Masquinongé, au prix de peines infinies. Elle y subit une douloureuse opération sans succès et succomba à l'âge de 27 ans. La bonne nouvelle, toutefois, c'est que l'année précédente, Monday avait fait l'acquisition d'une vache et d'une paire de bœuf pour le transport. Parce qu'il n'y avait pas encore de chevaux au lac pour se promener. C'est sûr que c'est pas parce que tu as un char neuf que ça remplace complètement ta peine puis ta douleur.
Mais enfin, avec ça, à l'époque, il pouvait repartir une nouvelle vie. C'est pourquoi qu'après, Bernard fit la connaissance de Marie-Louise Mandeville. Marie-Louise Mandeville. La sœur de Maxime. Ben, Maxime. Pour ceux qui ont suivi, là, vous savez, c'est qui, Maxime? Puis pour les autres, là, qui dormaient, ben, j'avais juste à rappeler que c'était le colon qui avait aidé Bernard Munday à abattre son premier arbre. Vous en souvenez, là? Bon, on se réveille? Oui. Bon, on se réveille. Lui, Maxime, on a donné son nom au lac Mandeville. Mais comme vous êtes déjà assez facile à mélanger de même, là, sachez juste que Maxime, il avait une sœur. Et puis que Munday, ben, il l'a épousée. Ça va, là? À Lanoraie, le 10 février 1829. Forte et courageuse, cette seconde femme de Munday était habituée aux travaux qu'exige la culture. Elle apprit à Munday à cultiver la terre. Puis lui, grâce à son instruction, il occupa plusieurs postes de confiance. Le gouvernement le nomma juge à paix et capitaine de milice, position alors très importante. Figurez-vous donc qu'en cette même année de l'an de grâce 1829, et sûrement un peu avant les élections, c'est là que le gouvernement a voté une somme d'argent pour faire ouvrir un chemin entre Berthier et le lac Masquinongé. Et ça sur les instances de Bernard Munday, de Louis-Joseph Gauthier et de plusieurs citoyens de Saint-Gabriel et même de Berthier. Puis on a vu apparaître la première commission, la commission Munday, chargée de surveiller les travaux de la rivière Montalbain jusqu'à Saint-Norbert. La commission Munday. Ori. OK. Bon, ce chemin était long, presque infranchissable et compliquait le transport durant 6 mois de l'année, et plus d'une fois les pontages ainsi que les chevaux s'enfonçaient sous la charge, puis s'y enlisaient et périssaient. Mais oui, pouvez-vous vous imaginer en été pour franchir la grande baie avec des charges? C'était pas croyable. On devait transporter ça à bras pour réussir à alléger le contenu de la voiture. Puis la voiture, après, il fallait la tirer à bras en la traînant. Puis après ça, c'était le tour des chevaux, puis après ça, c'était le tour des bœufs, puis après ça, la femme, puis toute la charge, les barils de potasse, de farine, de l'or qu'on devait rouler péniblement sur des arbres là, qu'on avait mis là, préalablement là, jetés là, dans le sens du chemin. On se fendait en 4 dans ce temps-là. C'est ce qui a inspiré plus tard le 4x4. Ori. OK. Bah. Faut dire que cette voie, tout imparfaite qu'elle était, appartenait tout de même, et ça apportait tout de même, je dirais, une grande amélioration au colon du lac, qui était jusqu'ici isolé par faute de chemin pour les voitures. Avant ça, il était obligé d'aller quérir. Voyons, porter. Quérir veut dire, ah mon Dieu. Quérir, ça veut dire charger sur leur dos à Masquinongé ou à Berthier, voire même à Sainte-Élisabeth, les provisions et tous les effets qui leur manquaient. Il ne faut pas croire que les voyages à Berthier ou à Masquinongé n'étaient qu'accidentels. Au contraire, il fallait que tous les colons fassent ce
pénible trajet plusieurs fois par année. L'année 1831, qui vit la construction de la première chapelle catholique au lac, fut néanmoins pour le fondateur de Saint-Gabriel une année néfaste. Le feu détruisit sa maison et tout son contenu. Oui, mon piston. C'est là que Monday a passé l'hiver chez Hector Morrison au chemin du Cordon. Monday y construisit sa seconde demeure par corvée. Corvée, là, ça veut dire par le concours gratuit d'amis, selon l'usage du temps. Ça veut dire qu'il y avait juste la bière à payer. Ori! OK. Je sais que c'est dur à croire, mais l'argent, c'est encore plus rare que maintenant pour la majorité du monde. Et que, comme aujourd'hui, nous devions nous suffire par nous-mêmes, et ça par toutes sortes de moyens. On cultivait le potiron, le lin, puis avec la filasse, on s'en servait pour fabriquer des toiles. On élevait également des moutons. Ben oui, toi! Tous ces travaux, ça se faisait à la ferme, dans la maison, et par les filles et leur mères. Quant au mari, lui, il était à la fois charpentier, cordonnier, sellier, forgeron, tout en cultivant sa terre. Laisse-moi te dire qu'il ne restait pas grand temps pour jouer au golf. Ori! OK. En tout cas, les colons y épargnaient de cette façon. Ben, pas juste pour le golf, là, mais par le fait qu'ils n'avaient pas acheté ce qu'ils fabriquaient eux-mêmes, et grâce aussi à des échanges de produits et de nombreuses heures de travaux sauvés. Non, mais vous savez comment ça coûte la main-d'œuvre, hein? Bon, enfin, contrairement à aujourd'hui, ils réussissaient à vivre à peu près sans argent. Il n'y avait pas de scierie dans la paroisse. Pour fendre le bois en planches et en madrier, on se servait d'une hourre, une sorte de longue scie à deux hommes, l'un au-dessus du billot et l'autre en dessous. Un travail long et pénible pour ériger une maison. Professeur, yo, on se réveille là. Oui. Excusez, j'étais penché justement sur la question. Et c'est cette façon, oui, que Bernard Monday construisit finalement sa troisième maison, en mettant plus qu'une année, soit de 1857 à 1859, toujours en corvée, là, comme tout à l'heure, que je disais, là, vous savez, corvée. Plus tard, en 1888, il fit creuser un puits qui servit à l'approvisionnement du village au complet jusqu'en 1904. Oh, oui. Alors, pour finir, en fin de compte, de parler de Monday, parce qu'il y a d'autres jours, hein, on ne veut pas passer toute la semaine. Ori, mais... OK. Bon, ça va. Pour terminer, le moins qu'on peut se dire, c'est que c'était pas ce qu'on appelle un homme d'affaires. Monday, c'était pas un homme d'affaires. Car s'il lui était, au lieu de donner, comme il a toujours fait durant toute sa vie, Monday, il aurait pu plutôt prêter à des taux élevés et il serait devenu banquier finalement et il serait mort riche. Comme mon gérant, que je nommerai pas le Torpignou. Bon, OK. On est en 1847 et c'est là que furent formées les municipalités de comté.
et que Bernard Munday et William Morrison furent élus membres du conseil de comté. Mais il faut comprendre là, que tout le comté ne formait alors qu'une seule municipalité. Ah, la fusion, le rêve de plusieurs de nos élus. Bernard Munday fut donc élu maire 2 fois et siégea jusqu'en 1855, au moment même où on instaura les bases du système municipal qui régit encore nos paroisses aujourd'hui. Munday était très versé dans les lois du pays, vous savez. Ah, il jouissait d'un jugement sain. Puis, il rendait de grands services à ses concitoyens qui venaient parfois de très loin pour le consulter. Ah, mon Dieu! Je me souviens combien de procès, combien d'argent qu'il a fait sauver, puis il n'a jamais voulu recevoir une scène en retour. Il aurait quasiment pu travailler pour CTB. Le fondateur de Saint-Gabriel mourut chargé d'année le 22 juillet 1876 et fut inhumé avec les honneurs militaires dans le village de Saint-Gabriel, après avoir porté quelque temps le nom de village non incorporé de Munday. La compagnie de Saint-Gabriel fut appelée sous les armes lors des invasions féniennes, mais elle s'arrêta à Montréal. Cependant, la levée et le départ des soldats causa un grand émoi. Les raids féniens sont des attaques menées entre 1866 et 1871 par la confrérie fénienne, groupement composé de Nord-Américains d'origine irlandaise basés aux États-Unis, visant les établissements britanniques basés au Canada. Ces raids, également connus sous le nom d'invasion irlandaise du Canada, avaient pour but de forcer le gouvernement britannique de l'époque à se retirer d'Irlande. L'hôtel de ville de Saint-Gabriel. Le premier hôtel de ville fut construit en 1868 à l'emplacement de l'édifice actuel. Il servit également de chapelle temporaire lors de l'incendie de la première église en 1909 jusqu'en 1910. Dites vos péchés, mon fils. Confessez-vous. C'est parce que je viens payer mon compte de taxes, moi, là. On décide de reconstruire l'hôtel de ville en 1940. La rumeur veut que l'architecte de renommée mondiale, Dom Bello, ait approuvé les plans. On ne peut nier son influence dans la conception de cet impressionnant édifice, style art déco, du même type que le bâtiment principal de l'Université de Montréal et du Jardin botanique.
un magnifique édifice qui continue d'être la fierté des gens de Saint-Gabriel.